Bienvenue dans notre module de présentation des réseaux et communautés en ligne entrant dans le cadre de l'UEC. Nous sommes Guylaine, Esteban et Sarah. Aujourd'hui, tout le monde utilise au moins un réseau social, voire plusieurs, et chacun de nous fait peut-être partie d'une communauté en ligne. D'ailleurs, savez-vous à combien de réseaux sociaux ou de communautés en ligne vous faites partie ? Réfléchissez-y quelques secondes et notez-les. Si l'on considère les communautés humaines comme des groupes ayant un objectif commun, les communautés ont alors toujours existé. Pour les communautés en ligne et les réseaux sociaux, c'est l'avènement de l'Internet qui leur a permis de se développer à travers le monde. La naissance des réseaux sociaux et des communautés en ligne date donc des années 60. Donc non, ce n'est pas Mark Zuckerberg qui a créé le premier réseau social, mais il a créé Facebook dès le début de l'accès aux ordinateurs et à Internet aux individus à titre personnel. C'est ainsi que les réseaux sociaux et les communautés pour le grand public ont vu leur ascension dans les années 1990. Alors, faites-vous partie de ces milliards d'utilisateurs ? En tant que futur formateur, il est important de s'intéresser aux réseaux qui pourraient nous être utiles. Les communautés sont spécialisées dans un domaine précis et ne naissent pas toutes au même moment. Elles réunissent des individus avec un intérêt commun mais qui n'ont pas forcément de localisation commune. Les réseaux et communautés en ligne sont des groupes sociaux. Le principe d'une communauté en ligne est de partager sur le même objectif parce que c'est l'objectif commun qui crée la communauté. Il existe ainsi plusieurs types de communautés, mais nous n'évoquerons que les trois suivantes. Les communautés de pratique, les communautés de soutien et les communautés d'apprentissage. Cette photo est issue d'un groupe Facebook nommé Formateur, Formation Professionnelle, Consultant. À quel type de communauté ce groupe peut-il appartenir ? Communauté de pratique, de soutien ou d'apprentissage ? Il s'agit d'une communauté de pratique, car au sein de ce groupe, les personnes partagent un domaine d'expertise, une passion et échangent autour des savoir-faire, savoir-être, en transmettant l'expérience et les connaissances au sein de la communauté. On constatera logiquement une amélioration des compétences des membres à travers des échanges soutenus sur la pratique. Selon Wegner, les communautés de pratique peuvent être considérées comme des histoires partagées d'apprentissage, et elles se composent de trois caractéristiques principales. Un engagement mutuel de ses membres, la négociation d'une entreprise commune ou but commun, et enfin la création de répertoires communs. À votre avis, ces deux longues diatribes sont de quel type de communauté ? La communauté de soutien, bien sûr. Les personnes l'ayant intégrée évoquent leurs difficultés dans l'optique d'être soutenues par leurs pairs. On retrouvera dans les échanges une communication empathique. Ici, vous avez un exemple de communauté d'apprentissage ou social learning. Il s'agit de la communauté d'apprentissage du Centre national de la fonction publique territoriale. Selon Denis Christol, les communautés d'apprentissage sont des groupes d'apprenants qui partagent formellement ou informellement, en présence ou à distance, l'intention d'apprendre ensemble. Les communautés en ligne se forment dans n'importe quel domaine. Tout domaine peut donc être concerné à partir du moment où une connexion à Internet est possible. Selon Pierre Dillenbourg, universitaire suisse, ces exemples ne constituent pas une taxonomie. Il existe une infinité de communautés, chacune différente par son but, son niveau de formalité et sa longévité. À titre d'exemple, concernant l'emploi, nous pouvons retrouver LinkedIn. Et au niveau universitaire, nous pouvons retrouver les communautés de chercheurs. Ce qui est intéressant dans une caractérisation des communautés, c'est qu'en fait, les limites entre elles ne sont pas toujours si claires. En effet, les liens créés entre les membres font que dans une communauté de pratique, certaines personnes vont créer une relation de soutien. Ou dans une communauté d'apprentissage, les relations de soutien vont aussi se nouer pour permettre l'apprentissage dans la durée. Les communautés peuvent se constituer de manière formelle ou informelle.
avoir une durée de vie plus ou moins longue, être à l'initiative d'internautes avertis ou non, à l'initiative d'une organisation à but non lucratif, ou encore créée de manière réfléchie par un organisme privé tel une entreprise qui cherche de nouveaux clients. Les internautes se retrouvent selon leurs affinités, selon un type de média tel ceux cités juste avant, selon leurs intérêts, qu'ils soient personnels ou professionnels, ou politiques ou religieux. Finalement, la plupart du temps, rejoindre un réseau social correspond à un besoin de sociabilité. Ces groupes sont tellement nombreux qu'ils peuvent être de gestion différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de modérateur. Nous y reviendrons plus tard. Les moyens pour construire et faire durer une communauté sont divers. Nous nous appuyons à nouveau sur les recherches de Denis Christol pour vous les présenter. Selon lui, ce sont les individus qui créent la communauté. Il faut bâtir de la coaction pour atteindre une autosuffisance. De plus, on ne crée pas une communauté, on l'accompagne. On rassemble les personnes, on crée des conditions pour créer quelque chose de plus fort, mais ça n'est pas une garantie. Ce sont des personnes avec un objectif commun dont il faut écouter les besoins. On peut partir de 3 personnes qui ont une même initiative pour créer une communauté. Il faut avant tout que ces personnes aient une question authentique, une cause sociétale ou une cause qui leur tient à cœur, comme par exemple le bien-être animal, améliorer la vie des personnes âgées, un sujet qui nous touche et nous passionne, quel que soit le sujet. On retrouve également les causes professionnelles, comme par exemple les communautés d'enseignants qui ne supportent plus l'échec scolaire en banlieue et qui vont donc créer une communauté pour y remédier. Si les moyens proposés par Denis Christol sont essentiels, on sait qu'il existe plusieurs types de personnes utilisant les communautés et réseaux pour apprendre. Certains ne vont utiliser ces outils qu'en tant que lurkers ou voyeurs, ils ne communiqueront pas. D'autres, au contraire, vont avoir besoin de relations sociales. Selon Dylan Bourg, tout groupe d'apprenants ne constitue pas une communauté d'apprentissage. Par exemple, selon Garrison, plusieurs facteurs sont nécessaires, dont la manifestation de la présence sociale via certains types d'interactions, l'expression d'attention mutuelle, le renforcement social et les émotions. De même, Dejean et Tircuir identifient 4 leviers pour la transformation de groupes en véritable communauté d'apprentissage. Dévoilement de soi, humour, gestion des conflits et partage de normes interactionnelles. De Shriver, quant à lui, évoque des facteurs de contexte et de temporalité. Pour qu'une communauté apporte socialisation et apprentissage, un professionnel peut être utile. C'est le community manager. C'est une personne chargée de développer la présence sur la toile d'une organisation publique ou privée en fidélisant un groupe d'internautes. Il anime les échanges dans les réseaux sociaux ou les forums. Habituellement, l'animateur de communauté répond aux questions, promeut la communauté et peut également agir à titre de modérateur. Ce qui nous intéresse du community manager, c'est la manière dont il va intervenir pour permettre l'apprentissage au sein de la communauté pour amener vers le développement de compétences. Et c'est là qu'il devient alors un Learning Community Manager. Ce dernier va apporter une réponse à un besoin d'apprentissage. Animer une communauté apprenante pour créer un lien entre l'individu et son parcours de formation afin de permettre l'apprentissage. Le Learning Community Manager apporte donc soutien, suivi aux apprenants pour favoriser et optimiser l'apprentissage. Il guide les apprenants dans la gestion des émotions en les invitant à partager leurs histoires et leurs difficultés au sein du groupe. Selon Wenger, il existe d'autres caractéristiques aux communautés. La base est bien sûr les intérêts communs. Ce sont un ensemble d'enjeux et problèmes auxquels les membres se consacrent et qui sont le fondement de la communauté. On trouve également un sentiment d'appartenance au groupe. Il influence les comportements qui renvoient à leur reconnaissance et leur appartenance. Le groupe a des valeurs, normes, règles qui définissent les rôles au sein de la communauté. Quant à la distance géographique, cela signifie que les membres d'une communauté en ligne n'ont pas besoin d'être proches géographiquement pour atteindre leur objectif commun. Il est nécessaire également qu'il y ait des interactions sociales, sans quoi atteindre l'objectif n'est pas réaliste. Comme dans tout groupe, il y a des règles de gouvernance qui précisent les besoins des membres, la gestion du groupe et les responsabilités des membres, ainsi que la notion de système de contrôle dans le groupe.
Et enfin, il y a l'engagement des membres dans une entraide volontaire pour atteindre l'objectif commun. Les réseaux et communautés possèdent divers avantages. Tout d'abord, ils permettent d'atteindre une large audience de par la propagation d'une information et par l'absence de limites géographiques. Un réseau peut donc être international ou mondial. Ensuite, les réseaux permettent de garder un lien entre les utilisateurs à n'importe quel moment. Les réseaux vont aussi offrir la possibilité de créer des contenus très variés grâce aux nombreux outils. Notamment, certains proposent maintenant de l'e-learning, comme LinkedIn et sa plateforme LinkedIn Learning. Et enfin, les réseaux sont de vraies sources infinies d'informations. Les communautés en ligne, quant à elles, permettent de créer des liens de soutien entre les utilisateurs, de lutter contre l'isolement des individus et son vecteur d'apprentissage. D'où les 3 types de communautés que l'on vous a présentés juste au début. Cependant, les réseaux ont quelques contraintes. L'attention et la concentration peuvent être impactées, ce qui peut engendrer une baisse de la productivité de l'utilisateur. On le pratique tous plus ou moins en cours par exemple, pour ceux qui ne savent pas faire 2 choses à la fois bien sûr. Et les contraintes importantes des communautés sont l'incitation à la comparaison et à la compétition par des personnes qui ne respecteraient pas les règles de respect et de bienveillance par exemple. Si les limites des réseaux sociaux et des communautés en ligne sont aussi valables dans le domaine de l'apprentissage, nous avons repéré des avantages certains. L'objectif pour un apprenant en intégrant une communauté, c'est de découvrir le monde professionnel et de constater qu'il y a de nouvelles techniques non vues en formation. Il peut donc obtenir un complément d'information ou un point de vue différent de celui du formateur. Ensuite, c'est également un moyen de se sentir soutenu dans ses apprentissages par des gens qui ont déjà pu vivre des situations au préalable et ainsi partager leur expérience. Appartenir à une communauté, c'est renforcer sa motivation intrinsèque en ayant envie d'apprendre continuellement avec un groupe auquel on s'identifie. Enfin, appartenir à une communauté peut aussi renforcer le besoin de sécurité, comme peut nous le démontrer la pyramide de Maslow. Cette sécurité est autant valable pour l'apprenant que pour le formateur. L'intérêt d'intégrer une communauté pour un formateur réside dans le fait de lui permettre de découvrir de nouvelles compétences pour ainsi être dans l'initiation de nouveaux outils d'animation par exemple. Ensuite, la communauté peut aider le formateur à évoluer en termes de compétences, tout en étant soutenu par une communauté qui est elle-même en apprentissage. Le formateur au cœur du groupe change de place. S'il intègre la communauté de ses apprenants, il ne doit pas transmettre de manière descendante, mais plutôt faciliter l'apprentissage par la réflexion du groupe en étant un facilitateur de la communication. Le formateur participe à la dynamique de groupe où but de motivation et but de maîtrise s'alternent pour garantir des apprentissages en profondeur. Pour conclure, le développement des communautés d'apprentissage permet à tout individu de se former seul et d'être soutenu par des personnes ayant la même volonté d'apprendre. L'apprenant va donc acquérir des compétences qui n'auraient pas été abordées en formation initiale. L'individu développe des soft skills adaptés au poste qu'il souhaite. C'est d'ailleurs ce que recherchent aujourd'hui les entreprises lors des recrutements. La communauté d'apprentissage est un acteur dans la motivation continue. D'ailleurs, pour accompagner les apprenants en ligne, un nouveau métier a été créé, le Learning Community Manager. Cela signifie l'importance qu'a pris l'apprentissage au sein des réseaux sociaux. On retiendra que l'apprentissage via les communautés engendre un changement de posture du formateur. Il n'est plus un sachant. Comme le dit Denis Christol, le formateur au sein d'une communauté apprenante doit capter l'intention et pas l'attention. Au tout début, nous vous avons demandé de réfléchir au nombre de réseaux et de communautés en ligne auxquels vous appartenez. Alors, à combien de réseaux ou communautés en ligne faites-vous partie? Et pour finir, pensez-vous que nous, étudiants de première année de master, appartenions à une communauté en ligne d'apprentissage?